qui est disponible. Alors, il y a des lacunes pratiquement dans le domaine de la planification. Il nous faut des outils de travail, notamment la politique sectorielle qui doit être définie. Et c'est sur base de ça que nous sommes en train de mettre notre première énergie, doter de documents de planification pour pouvoir avancer dans le travail. Notamment, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la feuille de route sectorielle qui va déterminer les différentes étapes que nous allons suivre là-dessus. Mais il y a aussi un élément essentiel, c'est le cadre légal. Parce qu'avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. Mais il existe déjà une loi sur l'électricité. Elle n'est pas suffisante. Effectivement, la loi sur l'électricité, elle existe. Et après 10 ans, nous avons constaté certaines lacunes que nous voulons améliorer, notamment dans le régime juridique d'attribution des titres, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que 10 ans après, on n'a pas vu notre secteur de l'électricité s'accroître, on n'a pas vu de nouveaux projets parce qu'il y a des difficultés dans l'octroi des titres. Par exemple, pour l'acquisition de tout titre, il est demandé à ce que ça soit procédural. Commencer par des études de faisabilité dont nous avons du mal à financer. Généralement, on passe par des tiers que l'on invite à participer, à financer ces études-là. Mais une fois que nous avons ces études qui arrivent, pour passer à l'étape suivante qui est l'octroi des titres, des concessions, etc., on se retrouve dans une difficulté que l'on doit se confronter à la loi. La loi, par exemple, qui demande d'aller en avis de manifestation d'intérêt, alors que nous avons un partenaire privé qui a investi. Cette situation crée des difficultés qui font que nous passons beaucoup de temps en régime d'attribution de titres que d'être en exécution de projet. Et cette réforme-là, nous pensons que c'est fondamental aujourd'hui que nous puissions nous atteler pour réduire les délais d'attribution des titres pour permettre aux opérateurs de s'exécuter. Nous avons des cas patents où vous avez un site qui doit être exploité, où nous sommes toujours en attribution pendant 60 mois alors que c'est un projet exécutable en 12 ou 18 mois. Et ça, ce sont des sérieux problèmes qui font que le secteur productif se retrouve coincé. Et nous comptons faire de la réforme là-dessus. Il y a aussi le problème de l'acquisition, puisque vous avez parlé de la SNEL, comment elle doit se tenir par rapport à toutes les exigences. Mais il y a le marché d'acquisition, le marché public applicable au secteur de l'électricité est parfois contraignant. Ça veut dire que vous avez des urgences par lesquelles vous devez suivre une procédure qui prend plus de temps. Par exemple, vous avez un quartier où vous avez une panne d'un transformateur de valeur. Pour l'acquérir, vous allez entre 30 ou 60 jours, selon toutes les procédures doivent être respectées. Mais c'est un secteur éminemment stratégique. Ça veut dire que les urgences dans ce secteur-là, ça a besoin de réponses rapides. Et là, nous devons avoir une politique d'acquisition adaptable à ce secteur-là. Heureusement que la loi sur les marchés publics permet ou donne des voies d'évacuation sur ce principe-là, parce que l'article 44 de la loi sur le marché public demande de reconnaître un secteur comme un secteur stratégique. C'est-à-dire aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est de faire du secteur de l'électricité un secteur stratégique pour qu'on puisse lui doter d'un manuel de procédure spécial qui s'adapte aux urgences. C'est-à-dire quand nous avons des pannes sur le secteur, on sait acquérir avec une certaine vitesse et intervenir. Ça, c'est un problème assez récurrent dans l'acquisition, dans la chaîne de commande même qui est applicable au secteur de l'électricité, qui plombe la réactivité de la SNEL. Et dans les assignations qui nous sont données dans le programme du gouvernement d'assainir le cadre normatif et réglementaire, nous nous sommes déjà attelés pour qu'il y ait des modifications dans ce sens-là. Alors, c'est peut-être par là que vous allez terminer, on a parlé de l'électricité, mais on peut parler aussi du secteur de l'eau. Quelle est la stratégie ? Pour le secteur de l'eau, parce qu'il fallait que j'intervienne un peu pour le secteur de l'électricité, il faut que j'insiste sur un fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre déficitaire. Nous avons une balance déficitaire du secteur de l'électricité, mais nous devons avoir une stratégie agressive. Par exemple, si on doit considérer le fait que nous avons un déficit de pratiquement 2500 MW programmés, nous devons mettre en place un plan. Ce que nous sommes en train de faire, nous avons introduit auprès du Conseil des ministres un plan de 9 sites prioritaires que nous pouvons développer et nous donner dans un premier temps 2500 MW. Parce qu'il faut comprendre le fait que le secteur de l'électricité appuie l'économie. Aujourd'hui, le secteur industriel, par exemple le secteur minier, consomme 1400 MW.
Et les 1400 MW qui va dans ce secteur, ça permet au secteur industriel de tourner et de générer sous le PIB au moins 35 milliards de dollars, dont nous captons plus ou moins 7 milliards de taxes avec tous les secteurs qui vont avec. Alors c'est important pour nous de pouvoir renflouer plus d'électricité pour que nous ayons un développement dans ce secteur. Et nous avons mis en place aussi le plan de la récupération de l'énergie indisponible en faisant une politique de substitution avec l'énergie photovoltaïque par exemple, qui peut venir en appui avec la consommation domestique. Avec la consommation domestique, nous comptons récupérer par exemple la puissance des instances et des immeubles publics en mettant l'énergie photovoltaïque, récupérer l'essentiel de l'énergie qui était affectée à ces immeubles-là pour le réinjecter dans le secteur industriel. Ça sera un levier important parce que pour 1 mégawatt produit, ça permet de générer 20 millions de dollars sur le PIB et on peut capter de la taxe là-dessus. Donc on devrait plus autonomiser nos instances et nos immeubles publics pour donner plus d'énergie au secteur industriel qui peut faire de la compensation. Nous pensons aussi par cela aussi autonomiser les sites prioritaires parce que le secteur de l'eau dépend de l'électricité en général, mais on ne doit pas souffrir d'une interruption d'électricité, par exemple pour une usine de traitement d'eau. Et nous avons réfléchi sur le fait qu'il faudra autonomiser les sites prioritaires de production d'eau en mettant une énergie de sécurité thermique et photovoltaïque pour permettre à ce que quand nous avons coupure ou difficulté des dessertes, que les sites prioritaires de dessertes en eau puissent être autonomes. Cela permettra de pouvoir garantir la desserte en eau. Alors, pour parler du secteur de l'eau, comme vous avez dit, le secteur de l'eau aujourd'hui, nous avons presque 1 300 000 mètres cubes d'eau qui est fourni, alors que le besoin est autour de 3 500 000 mètres cubes par jour. Nous avons la consommation en termes d'usines. 80% de l'eau traitée vient de l'eau de surface et une vingtaine de pourcents qui viennent par l'eau souterraine, donc de fourrage. Alors, nous avons mis en place aujourd'hui, la première mesure, c'est la sécurisation des centres de captage d'eau. Où est-ce que nous allons trouver de nouveaux sites? Nous les identifions, nous les sécurisons parce qu'il y a une question de pollution aujourd'hui. Et cette pollution, ça doit être... nous devons mettre des mesures et une politique pour pouvoir assainir tous ces endroits. Et nous avons fait, aujourd'hui, nous avons lancé une procédure d'identification pour procéder à une sécurisation de ce site-là. Parce que c'est par là que nous allons procéder, nous procéderons par l'assainissement de ce point de captage ainsi que de sources en eau. Nous mettons aussi à côté la politique de la chaîne de valeur autour de l'eau et de l'électricité. Ça veut dire que nous avons la production de l'eau et de l'électricité, mais nous manquons les services d'appoint. Par exemple, la fourniture de PVC, la fourniture de tout ce qui va avec. Et nous avons mis en place une dynamique de créer des SPV qui sont des entreprises qui peuvent avoir une participation privée autour de l'eau et de l'électricité pour que nous puissions fournir les matériels de première nécessité à l'intérieur du pays et non pas se focaliser sur l'importation. Donc de manière un tout petit peu résumée, vous pouvez voir ce que nous avons comme projection. Voilà, Monsieur le Ministre, l'essentiel a été dit. Maintenant, nous allons nous tourner du côté des professionnels de médias pour répondre à des questions claires, précises et brèves, parce que nous avons besoin d'édifier les compatriotes qui nous suivent d'où ils sont sur la stratégie du gouvernement pour permettre de résorber ces questions prioritaires. On va commencer par Monsieur Oscar Mbal. La charité bien ordonnée commence par vous. C'est rare de commencer par la RTNC. Merci, Excellence. J'ai 3 petites questions, vraiment des petites questions à poser à son Excellence, Monsieur le Ministre des Ressources hydrauliques. Où en est-on, première question, avec la construction du barrage de Kakobola dans la province de Kwilu? C'est un barrage très important, cette centrale hydroélectrique, pour alimenter cet espace. Où en est-on également avec la centrale ou le barrage de Katende dans l'espace Grand Kassai? On sait tout ce qui s'est passé autour, des équipements qui arrivent, qui moisissent sur le terrain sans pour autant être utilisés, des problèmes de transport, d'acheminement
Est-ce que vous avez relevé ces défis? Est-ce qu'on peut rassurer la population que dans 6 mois, dans une année, Katende sera opérationnel? Kinshasa connaît ces jours-ci, certains quartiers de la capitale connaissent une certaine stabilité dans la fourniture de l'énergie électrique. Je parle de mon quartier où je suis. J'ai pu acheter même panneau, mais que je ne sais plus utiliser aujourd'hui, suite à la stabilité du courant. Bon, je me demande, est-ce que cela est dû parce que nous sommes pendant la saison sèche? Parce que nous avons peur, hein, la peur est toujours là. Pendant la saison sèche, on observe une certaine stabilité de l'énergie électrique. Et la saison de pluie, c'est des perturbations. Est-ce que ça sera périn ou bien c'est juste pour un temps pendant cette période de la saison sèche? Dites-nous, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui qu'on constate cela dans certains quartiers de la capitale? Et voilà. La dernière question. Ce sera 4. Bon, allez-y, terminez, mais il ne faudrait pas qu'on fasse comme vous. Souvent on parle de, quand on parle de Inga, c'est le groupe G24, groupe G26. Et souvent pendant la saison sèche, vous parlez de l'étiage, où le groupe G25 ou 26 plutôt pose des problèmes. Parfois même pendant la saison de pluie. Qu'est-ce qui se passe à Inga avec ces groupes G26? Merci. Voilà, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Pour répondre directement à vos questions, par rapport à la centrale de Kakobola, je pense que c'est déjà des bonnes nouvelles parce que nous avons lancé la semaine dernière les essais. Et à Gungu qui a été électrifié, je pense que les travaux de la construction de la ligne qui est arrivée, le dernier axe PK600 vers Kikwit, on est en train de finaliser les travaux. Et je pense d'ici 60 jours, avec l'avancée de travaux, nous aurons à inaugurer officiellement. Je pense que c'est un succès d'avoir atteint cet essai-là. Donc à Kobo, là, les travaux sont presque à la fin. Le dernier virage, c'est le raccordement PK600 Kikwit. Actuellement, nous avons 7000 abonnés qui ont été raccordés à Kikwit. Et on est en train d'avancer parce qu'on espère atteindre les 14 000. Les essais sont en train de se faire encore et je pense que très prochainement, personnellement, je ferai aussi une descente sur place pour pouvoir m'enquérir personnellement des avancées. Du point de vue de Katende, il y a la relance qui est en cours parce que depuis novembre 2023, un accord de financement supplémentaire a été donné pour finaliser ce projet. Les discussions sont rentrées. J'ai réinscrit moi-même au niveau du Conseil de ministres ce dossier et nous sommes en train de travailler en interministériel. Il ne manquait que l'avis juridique du procureur près le Conseil d'État qui devrait être signé incessamment pour que ce financement puisse être activé et qu'on reprenne des travaux. La commission d'évaluation sur tout ce qui a été fait à ce jour, par rapport aux matériels qui ont été dispersés. Dès la semaine passée, nous avons interpellé les services et nous sommes en train de recruter un cabinet très vite pour faire une évaluation. Mais l'avantage, c'est que l'appui supplémentaire des fonds qui a été donné, nous couvrons aussi les risques sur tout ce qui va avec. Donc très bientôt, Katende sera repris, les travaux vont avancer et nous sommes en train d'avancer très positivement sur cet axe-là. Par rapport à la stabilité du réseau, je suis très content que vous ayez un témoignage positif, effectivement. Il y a une chose que l'opinion publique devait savoir, qu'il arrive de temps qu'il y a des travaux de maintenance qui se font dans les grandes centrales. Ça, c'est un fait. Ça conduit à ce qu'il y ait des arrêts des machines, mais il y a aussi des incidents, avec des intrusions, des grumes dans les machines et tout, qui rendent indisponibles certaines machines. Et il y eut un moment, je pense qu'il y avait 2 groupes déjà qui étaient à l'arrêt. Et ça vous fait 178 MW, entre 163 et 178. Si vous faites 2 groupes, ça fait 320 MW. Pour une ville qui reçoit autour de 560, vous voyez qu'il y avait une baisse substantielle. Et aujourd'hui, on a récupéré ces groupes. Et c'est là, ça conduit à une certaine amélioration de la desserte. Sans oublier les efforts qui sont en train d'être faits ces derniers jours par la SNEL sur l'assainissement du réseau. Parce qu'il y a un problème. Malgré le déficit, il y a des pannes d'écoulement.
On peut avoir de l'énergie qui arrive sous nos postes et sous-stations, mais on ne sait pas les écouler partout pour des pannes sur certaines liaisons. Des pannes de câbles, des pannes de transformateurs. Et il y a une dynamique forte qui est installée ces derniers jours pour pouvoir lever toutes ces pannes. Ça veut dire que nous sommes très réceptifs avec l'équipe de la SNEL. Tout le monde s'est mis à pied d'œuvre pour que quand il y a des défauts, des pannes, que très vite ça soit résolu. Mais j'insiste encore sur le fait qu'il y a aussi la chaîne d'acquisition qui pose problème. Par moment, on peut avoir une célérité à pouvoir réagir, mais c'est les stocks qui manquent. C'est une entreprise éminemment logistique et sa logistique doit être fluidifiée. C'est pour cela que j'ai parlé ici de refaire le cadre réglementaire sur les marchés publics applicable à cette entreprise. Donc, par rapport aux autres groupes indisponibles, je peux dire ici que, par exemple, le G25 qui est en train de connaître des travaux qui avancent sensiblement, et nous espérons qu'au premier trimestre de 2025, nous aurons aussi 178 MW supplémentaires sur le réseau. Et ça va permettre encore d'avoir un taux de desserte assez amélioré. À ceci, nous sommes en train d'imaginer aussi des solutions pour dire qu'on peut passer à une hybridation de certaines centrales hydroélectriques avec du photovoltaïque. L'idée, c'est d'arriver, quand nous avons des pannes comme celle-là... Monsieur le ministre, en français facile. Oui. Photovoltaïque, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Okay. Ça veut dire que ce que nous voulons faire, c'est à côté des centrales hydroélectriques, que l'on ait un parc photovoltaïque. En cas de maintenance, en cas de panne, on peut utiliser le levier de l'énergie électrique qui vient du photovoltaïque pour le desservir sur le réseau. Et ça, ce sont des solutions de projection. Et nous comptons améliorer comme ça. Ça rentre dans le cadre du plan du gouvernement où nous devons fiabiliser la desserte. Merci. Voilà, on va prendre les questions de M. Amédée Moirabou. Merci, Excellence, pour la parole. Amédée Moirabou pour les comptes de Deskeco. Excellence, vous héritez d'un portefeuille qui est resté pendant longtemps sans financement conséquent de l'État congolais. Quand on regarde depuis l'inauguration de la centrale de Mobaye-Mbongo en 1989 jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'a véritablement financé qu'un seul barrage, celui des Zongo 2, en 35 ans. Quand vous regardez les statistiques, en 1990, nous étions 37 millions de Congolais. Aujourd'hui, nous sommes 100 millions de Congolais. Tout le monde peut en déduire les conséquences fâcheuses face à ce déficit de l'énergie électrique. Alors, ma question que je vous pose, elle est simple. Combien avez-vous pour financer le secteur de l'énergie électrique pendant ces 5 ans du deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi? C'est la première question. La deuxième question, vous avez commencé par faire un petit état des lieux sur les 10 ans de la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie, mais j'aimerais que vous puissiez vous étendre un peu plus. Je sais que parallèlement à la libéralisation du secteur, il y a un atlas des énergies renouvelables qui a été produit par le gouvernement en partenariat avec le PNUD et la SNV, une agence norvégienne. Ils ont produit cet atlas des énergies renouvelables qui identifiait près de 700 sites où on peut produire de l'électricité, soit à partir de l'hydroélectricité, soit à partir de l'éolien, du soleil, et voilà. Mais depuis 10 ans, aucun de vos prédécesseurs n'a capitalisé cet outil qui est pourtant important, puisqu'avec cet outil, on peut par exemple avoir un plan d'électrification de 145 territoires, puisqu'il suffit de pointer un territoire et on vous dit quelle source d'énergie utiliser pour produire de l'électricité. Est-ce que durant votre mandat, vous allez capitaliser cet outil? Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Amédée Moirabou. Je pense que la question que vous avez posée sur le financement, c'est une question fondamentale. Je pense qu'il serait de bonne loi pour nous de ne pas se focaliser que sur ce qu'on reçoit, mais sur ce qu'on peut créer.
Alors, le premier palier, la manière dont nous sommes en train de concevoir les choses, c'est d'abord inciter le partenariat public-privé. Parce que la loi de l'électricité, aujourd'hui, telle que nous l'avons, elle veut redynamiser la participation du privé dans le secteur de l'électricité. Alors, ce que nous avons fait ici, en premier lieu, c'est que nous avons identifié certains sites de centrales de taille moyenne qui correspondent effectivement au déficit documenté par le secteur industriel ainsi que les ménages, 2500 MW dont j'ai fait allusion. Alors j'ai évoqué ici que les dispositions de la loi aujourd'hui ont génèrent une situation de conflit. Nous avons deux sortes de conflits. D'abord le retard en préparation. C'est-à-dire généralement quand on veut nous apporter de financement, nous avons un sérieux problème, c'est qu'on n'a pas de sites préparés. La préparation, ça implique quoi? Ça implique avoir des titres, avoir une concession, le régime juridique apprêté, avoir des études où nous savons que dès que nous captons le fonds, on l'injecte telle part. Ça, nous manquons. Et c'est la première des choses sur lesquelles nous commençons à nous mettre. Et qu'est-ce qui va se passer tout de suite après? On a constaté que dans le secteur privé, malgré que ça a été libéralisé, le régime d'attribution par concours génère des conflits d'attribution. Tout le monde veut avoir le même site et finalement on finit par un conflit. Alors en partant de ces deux constats, préparation, conflit et problème de financement, ça nous a poussé à réfléchir sur un aspect de choses, une nouvelle pratique. C'est-à-dire les 9 sites que nous allons demander, nous allons les faire développer par une politique d'attribution de temps direct. Mais on va les donner à qui? On va les donner à des groupements d'intérêt économique. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, lorsque vous parlez des titres, vous parlez de quoi explicitement? Le titre, c'est la concession, l'autorisation qui vous permet d'exploiter un site, d'ériger une centrale, de déployer des infrastructures d'électricité. C'est la base de tout. Alors, c'est le détenteur du titre qui peut construire cette centrale-là. Alors, que ce soit du secteur public ou du privé, on commence par là. C'est la source de toute chose qui attire le financement. Alors aujourd'hui, avec les 9 sites, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir la participation à des groupes d'intérêt économique. On va dire que nous avons 9 sites, par exemple, de 500 MW, 200 MW, on veut construire une centrale. Alors avec cette centrale, ce qu'on veut, c'est qu'au lieu qu'on entre dans des régimes de conflit, qu'on attribue qu'à une seule personne et ça génère un conflit, avec la Fédération des entreprises du Congo et les partenaires et les bailleurs de fonds, on va ouvrir un groupement d'intérêt économique. Et c'est ce groupement d'intérêt économique qui aura les participations de tout le monde. Et avec ce financement levé par le site que nous proposons, que nous allons pouvoir financer ce projet-là. C'est-à-dire que sans cette participation-là, on peut avoir du mal. Parce qu'il faut qu'on puisse capter. Et c'est de mon devoir aujourd'hui à pouvoir revitaliser la croissance de l'économie en partant du secteur d'électricité tel qu'on l'a dit. Et cette façon de faire, pour capter des financements, il faut de la participation. Ça, c'est une chose. L'État peut être participant à côté du secteur privé et nous allons développer ce site. C'est un concept que l'on peut accorder le crédit du doute parce que jusqu'ici, on n'a pas encore essayé. Donc pour moi, c'est une option. Et même par rapport aux bailleurs de fonds, quand le bailleur de fonds veut vous donner de sous, il ne vient pas vous accompagner dans cette préparation-là. Vous devez être prêt, vous devez avoir des études, vous devez avoir ces sites. Ça, c'est un travail qui peut être fait à notre niveau avec les moyens publics que nous pouvons mobiliser. Mais le développement des sites, nous allons ouvrir cette participation publique-privée qui sera un moyen pour pouvoir construire ces projets. Alors, par rapport à l'Atlas des énergies, ça c'est un document, un outil fondamental qui nécessite de la vulgarisation. Je suis d'accord avec vous que ça nécessite de la vulgarisation, mais ça nécessite aussi ce que je viens de dire, de la réforme là-dedans, parce qu'il y a toujours un point de départ. L'étude, les titres et comment est-ce qu'on avance avec ce projet. Les infrastructures qui vont avec. Tout va passer par une politique de promotion. Cette promotion, c'est avec cette promotion qui peut permettre de développer ces centrales. Mais ça peut aussi nous amener à réfléchir sur d'autres sources de financement. Avec la redevance minière, par exemple, avec toutes les quotités qui viennent aux entités territoriales décentralisées, est-ce qu'on ne peut pas repenser sur nos tests? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une quotité parce que sous d'autres cieux, les entités territoriales décentralisées ont la charge de pouvoir construire les infrastructures en électricité et après les amener à l'opérateur pour les gérer. C'est-à-dire nous devons aller voir des sources de financement ailleurs. On peut aussi créer un fonds
C'est une idée, je pense que j'ai partagé avec le directeur général de la Régie des eaux qui pensait à un fonds sur l'eau, qu'on peut étendre sur le fonds de l'eau et de l'électricité. On peut récupérer ça avec de la redevance sur le transport des substances minérales. Donc, il faudra repenser où sont les secteurs où nous pouvons capter plus de dividendes pour pouvoir ramener là-dedans. Donc je pense qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé, c'est une solution pour pouvoir financer. Et sur le long terme, nous allons penser à mettre des capitaux qui viennent soit du secteur des assurances et d'autres secteurs qui peuvent être mis à contribution pour développer certains sites. Mais vous n'avez pas dit combien les gouvernements disposent pour les secteurs. Il n'y a pas un chiffre. Aujourd'hui, nous avons un budget en cours que nous sommes en train de continuer là-dessus. Mais le plus important, c'est le travail que nous commençons à faire aujourd'hui avec le conseil budgétaire. Nous sommes en train de travailler sur le volet d'investissement. Et c'est ce volet d'investissement qui viendra avec certaines priorités. Vous avez vu dans le plan du gouvernement, il faudra avoir 5 centrales par territoire ainsi que 20 sites d'aménagement hydraulique en eau potable. Donc c'est sur base de cela que nous allons élaborer un programme clairement fait qui sera accompagné, bien sûr, publié même dans les médias pour savoir comment est-ce que l'État compte s'y prendre dans ce secteur-là avec des moyens de financement. Mais de toute évidence, le ministre l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'État qui construit seul. Ça veut dire que l'État prépare la loi, il a parlé tout à l'heure d'un élément, je ne sais pas si vous avez attiré attention, sur une procédure spéciale de marché public. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à la RNP, généralement, ça prend beaucoup de temps. 3 mois, 6 mois. Et pour un pays comme le nôtre, on a besoin, par exemple, pour les secteurs de l'électricité ou de l'eau, d'aller plus vite. Il faut une procédure raccourcie. Et puis, par rapport à l'Atlas, le gouvernement va s'affairer à produire des études de sorte que les prestataires qui sont intéressés peuvent très rapidement venir. Vous avez par exemple telle dimension, telle grandeur, vous avez tel relief, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais dans la discussion, lorsque nous préparions ces briefings, le ministre en a fait par exemple le tour du pays, où on a parlé de 145 territoires, ou avec le nombre de villes, etc. Donc il y a déjà une étude qui a été faite sur l'étendue du territoire national, des besoins qui ont été évalués, mais pour le reste, pourquoi pas avoir beaucoup de Congolais qui vont investir dans ces secteurs, parce que peut-être que le ministre reviendra dessus, s'il doit vous expliquer la rentabilité qui peut y avoir dans les secteurs de l'électricité, c'est juste une niche qui peut véritablement permettre à beaucoup de Congolais de s'épanouir. Mais on va continuer la conversation avec M. Faustin Kodiasala et puis ce sera Jacques Mounouba. Merci Excellence. Juste des questions au ministre des ressources hydrauliques. J'ai rebondi sur la question de mon collègue Amédée. Quand il vous parle de financement, où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Vous dites, vous privilégiez le partenariat public-privé. Mais il s'est fait, Excellence, que les opérateurs privés qui viennent de se réunir au mois de mai ici à Colosie, à marge de la 5e conférence sur l'énergie, ils vous accusent, vous l'État, de ne pas jouer franc jeu. Ils ont en contrepartie demandé, j'utilise même les termes qu'ils ont employés, ils exigent à ce que l'État fasse preuve d'une volonté politique inébranlable. C'est les termes qu'ils ont utilisés. Alors quand vous espérez combler ce déficit en énergie électrique avec les mêmes privés que vous ne savez pas sécuriser, quelles sont les garanties, vous, en tant que ministre de l'Énergie, que vous leur donnez aujourd'hui? La deuxième question, c'est par rapport aux investissements. C'était l'une des volets de vos 4 priorités. Vous dites que vous avez privilégié les investissements dans le secteur de l'énergie. Mais c'est fait aujourd'hui. Il y a certaines ONG, notamment internationales, qui s'opposent à tout projet hydroélectrique dans le parc ou dans les zones protégées. C'est le cas du projet Sombre, par exemple, dans les Hauts-Katanga, qui a fait l'objet d'un matraquage médiatique terrible au niveau international, soi-disant qu'il mettait en péril l'environnement. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que ministre de l'Environnement, de l'énergie, est-ce que vous êtes prêt à concilier développement du projet énergétique tout en veillant à la protection de l'environnement? Si son Excellence, Monsieur le porte-parole du gouvernement, me l'autorise, juste une question bonus, allez-y, qui va en dehors évidemment du thème retenu aujourd'hui. Je voudrais savoir quels sont vos rapports avec l'IDPS. Merci. Je suis désolé, il y répondra en privé.
Bon, il appréciera. Mais oui, chers collègues, vous pouvez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Sur le climat d'affaires, je pense que j'ai évoqué la question du climat d'affaires. Parce que le cadre réglementaire et normatif, c'est la base. J'ai dit ici, si nous avons des délais d'attribution des titres, par exemple, qui traînent plus que l'exécution, c'est un problème. Et là, nous avons déjà commencé à travailler là-dessus pour qu'il y ait des réformes substantielles. Avoir des procédures applicables aux urgences et aux conditions. Par exemple, en Afrique du Sud, avec un déficit d'environ 30%, ils ont sensiblement réduit leur procédure d'attribution de titres entre 30 et 45 jours. C'est-à-dire qu'on a vu le besoin. Or, l'avantage qu'il y a ici, c'est que le secteur d'électricité, on a dit, la promotion du secteur d'électricité dans l'article 89 sur la loi sur l'électricité, c'est le rôle du gouvernement réuni en Conseil de ministres. C'est-à-dire c'est pratiquement le gouvernement qui décidera de quelle politique appliquer. Et la politique que nous voulons appliquer pour ce climat d'affaires, c'est d'abord l'attribution de titres qui doit être dans un délai court. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que nous avons un environnement assez impressionnant en termes de commercialisation d'énergie électrique, parce que l'énergie que vous retrouvez en RDC, il a un tarif assez bon, très concurrentiel, mais aussi le plus important, c'est que nous voulons mettre un cadre de concertation entre la FEC et l'État, enfin par le ministère, qui permettra à ce que tout ce que nous avons comme base de données, nous puissions le présenter à nos partenaires et échanger là-dessus. Les climats des affaires, je pense que il est certes à être amélioré, mais il y a des preuves avec les partenaires publics-privés, notamment avec les participations à la SNEL par exemple. Le G25 avec Ivanhoe, ce sont des bons modèles. Le projet FRIPT, nous avons beaucoup de modèles qui ont réussi avec des partenaires que nous voulons juste étendre sur l'outil productif. On a tellement travaillé sur la conformité et la réparation, mais on veut ramener cette collaboration dans la production. Alors, pour les sites protégés, je pense qu'on fera juste quelque chose de simple. On va prendre la jurisprudence tanzanienne avec la centrale Julius Nyerere qui était dans un site protégé et où les arrangements ont été trouvés. Et aujourd'hui, la centrale est là, au bonheur de leur population. Je pense que cette jurisprudence est applicable aussi chez nous. C'est-à-dire que si nous devons... La question de production énergétique est une question qui est de l'ordre de la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous devons savoir, moins nous produisons à l'intérieur du pays, nous devenons la prédation des voisins. Aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW en RDC. Et l'incidence que vous avez, c'est que ça génère avec le cuivre et le cobalt vendu sur le PIB plus de 8 milliards de dollars. C'est-à-dire, si nous laissons ça et que c'est toujours les étrangers qui injectent de l'énergie, notre économie sera contrôlée par des capitales étrangères. C'est-à-dire, il est plus que urgent que nous puissions inverser la donne. Et là, dans la politique que nous comptons appliquer très rapidement, c'est le leasing. Le leasing, c'est une location des matériels de production qui permettra, avec le peu de moyens que nous avons, directement d'avoir une production interne. Parce que nous avons dit ici, le plan de développement du secteur minier, aujourd'hui, les 2000 MW supplémentaires en besoin. C'est-à-dire, si nous amenons cette énergie, tout de suite, elle est consommée, tout de suite, elle est convertie en cuivre et cobalt raffiné, tout de suite, c'est revendu et c'est des capitaux qui restent à l'intérieur de notre pays. Donc, et ça, nous pouvons faire face avec des moyens assez réduits. Donc ça, c'est une question, à votre question, je peux répondre. Donc, concernant le parti, c'est vrai, je n'ai pas reçu des hiérarchies de venir parler de tout ça, mais je suis membre de l'UDPS. Voilà. Voilà. Merci. Jacques Moulouba. Merci. Une question au ministre des Ressources hydrauliques. Monsieur le ministre, vous venez de brosser l'état des lieux de votre secteur. J'aimerais vous poser une question là-dessus, avec chiffres à l'appui. Quel est aujourd'hui le taux de desserte en eau potable et en électricité en République démocratique du Congo? Et s'il faut faire des projections dans 2 ou 3 ans, avec ce que vous venez de dire dans votre argumentaire, notamment le partenariat public-privé, on va majorer ce taux-là à quelle proportion, par exemple,
pour que la population puisse avoir déjà une idée de qu'elle sera sauvée dans quelques années. Alors, la deuxième, c'est un plaidoyer que je fais par rapport à la tarification en ce qui concerne la desserte en eau potable et en électricité. La population se plaint, monsieur le ministre. Des fois, il y a des coupures d'électricité où on ne dessert pas de l'eau potable, mais à la fin du mois, on doit payer ce qu'on n'a pas consommé. Tenant compte de votre jeunesse, de votre sens d'abnégation, si vous pouvez ouvrir l'œil et le bon par rapport à cette question pour que le Congolais puisse payer désormais les frais par rapport à la consommation réelle et exacte de produits. Une question au ministre de la Communication et des Médias, monsieur le ministre, une question d'actualité, la trêve humanitaire a été prolongée, mais quand on sait que cette trêve a été violée par la partie adverse, quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui? Si vous pouvez brosser le bilan de ce qui a été fait pendant 2 semaines, est-ce que l'objectif a été atteint par rapport à l'initiative primordiale? Merci. Merci. J'y reviendrai à la fin de l'exercice. Merci beaucoup. Par rapport au taux de desserte en eau, nous sommes aujourd'hui à 34%. 34% sur l'ensemble du territoire. Et le taux en électricité, aujourd'hui, avec la centralisation du plan médian des informations que nous avons et des statistiques, aujourd'hui un accroissement où nous tenons jusqu'à 19%. Ce qui est vrai, il y a eu des améliorations qui ont été faites et qui seront faites. Vous avez parlé de la projection. Si on doit tenir compte de la projection, il faut signifier que nous sommes dans un pays où nous avons 88 000 villages. Les villes et les communes, nous sommes autour de 175. Si chaque village ne consommait que 1 mégawatt, par exemple, hein, c'est excessif, on aurait consommé 88 000 mégawatts. Pour 175 villes et communes, s'ils ne consommaient que 100, on serait peut-être à 17 000. Ce qui fait que nous avons d'abord un besoin interne de plus ou moins 110 000. Si on veut, ça c'est un Congo développé dont je parle ici. Alors, aujourd'hui, le plus important, c'est que nous avons un déficit répertorié de 2500 dont j'ai fait allusion ici. Et ce déficit de 2500 MW, nous pouvons, avec les projets et les sites que nous avons mis en place, nous pouvons le résorber. Ce qui est simple, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu que j'ai une mission pour revitaliser la croissance économique de ce pays. Avec les 2000 MW que nous avons, notre PIB est de 65 milliards de dollars. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous injectons 2000 MW supplémentaires, nous avons doublé notre PIB et nous atteindrons 130 milliards. C'est une revitalisation. Alors, nous sommes allés dans des centrales de taille moyenne parce que nous comptons les lancer dans un délai court pour qu'en ayant 2 ans à 3 ans, nous ayons des solutions. Et ça va permettre d'abord d'augmenter le taux de desserte aujourd'hui. Si nous arrivons à faire sous le 5 ans les 2000 MW supplémentaires, nous montons du simple au double. Ça, c'est avec le besoin actuel. Et nous sommes capables de le faire si nous mettons un mix énergétique là-dessus. C'est-à-dire, nous récupérons l'énergie qui est installée dans certaines centrales mais qui est indisponible. Nous nous lançons à construire les nouveaux projets dont nous parlons de 2500 qui sont éparpillés sur l'ensemble du pays. Nous serons à mesure, au bout des 5 ans, si nous réalisons ce projet, de pouvoir doubler tout simplement la capacité des desserts aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais lorsque vous dites vous récupérez de l'énergie, oui, concrètement, en quoi cela consiste? Alors, quand j'ai fait allusion à récupérer de l'énergie, ça veut dire que la capacité installée du potentiel énergétique est autour de 2800 MW, mais nous avons certains groupes qui sont en panne. Par exemple, à Inga, nous avons le G24 qui est à l'état dormant, donc il y a par exemple 178 MW, dont nous pouvons refaire. Par exemple, vous allez à Bendera, vous avez la centrale qui existe, mais nous avons des machines qui manquent. Nous avons plusieurs centrales comme ça où nous avons des machines en panne. À Zongo 1, nous avons des machines en panne. C'est-à-dire que si nous récupérons déjà, c'est-à-dire que nous réhabilitons ces machines-là, c'est de l'énergie récupérée. C'est-à-dire qu'on ne fera que rentrer à la situation existante dans le temps, mais au moins ça sera une énergie... Un peu comme c'est le cas pour Kinshasa actuellement. Voilà, donc c'est juste réparer
ou réhabiliter ce qui était prévu mais qui est à l'état dormant. C'est ça la récupération. Mais non seulement que nous sommes dans cette récupération entre dans l'axe de la politique de la fiabilisation, mais nous avons aussi l'axe investissement qui est de l'autre côté. Donc nous voulons aller avec les deux manches. Avec les partenaires, nous allons tant dans la fiabilisation, nous allons aussi dans le volet investissement avec la politique de participation dont j'ai fait allusion ici. Alors, vous avez parlé de la tarification, c'est une question fondamentale. Je pense qu'il y a des efforts à faire dans ce secteur. C'est vrai que nous sommes en déficit structurel. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre la production et la consommation. Nous produisons moins, mais nous avons de fortes demandes. Mais il y a une grande question qui se pose, c'est comment on gère le peu que nous avons. C'est là que tout repart. Il faudra que nous puissions améliorer en passant par la digitalisation. Et c'est une des actions que nous allons lancer très bientôt, c'est que nous allons poser des analyseurs de puissance sur l'ensemble de tous les nœuds du réseau pour avoir l'information réelle à chaque niveau sur le réseau national. C'est-à-dire nous devons être en mesure de savoir à Kasumbalesa quelle est la puissance disponible à X endroit. À l'entrée de poste de Kwilu, Kimwenza et tous les différents nœuds sur l'essentiel de notre réseau, nous devons avoir l'information. Parce que nous avons des pertes énormes. Notamment la perte ici à Kinshasa est de l'ordre de 50%. Je pense que si nous contrôlons efficacement, on peut améliorer aussi la qualité des desserts en ayant la bonne information. Parce que l'information, c'est le pouvoir, comme on dit. On veut avoir l'information de l'énergie qui est débitée sur les réseaux, qui consomme quand, où, comment. Donc nous allons faire des efforts et je pense qu'on vous invitera, les médias, très bientôt pour accompagner cette action. Ça vous permettra d'où vous serez, vous rentrerez sur nos sites et savoir comment ça se fait, comment c'est desservi, qu'est-ce qu'il y a eu à tel endroit et ça sera fait très bientôt. Voilà, je crois que vous vous souvenez que peu avant la campagne électorale, nous avions fait un briefing avec le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba, qui nous avait présenté ici qu'en 5 ans, 11 millions de Congolais ont eu accès à l'eau. Il a parlé notamment de la sous-station d'Elembaïmbo, qui couvrait toute la partie ouest de la Tchangou. Il y a une station qui est en construction, je pense, du côté de Kinsuka, je n'ai pas de souvenirs exacts, mais il nous avait fait, si vous regardez, une marge de progression. Et avec ce que le ministre a dit tout à l'heure, qui vise par exemple, je vous donne un exemple, le week-end dernier, il y avait un problème d'électricité à la station de pompage, je pense, de Njili. Un problème d'électricité, les ministres le disaient tout à l'heure. Et donc, si nous passons à une centrale, on installe une alternative ou un backup en photovoltaïque, ça veut dire qu'on n'aura pas ces problèmes-là dans les réseaux et la distribution va continuer. Et c'est ce type de questions que le ministre est en train de travailler, donner une orientation. Et donc, nous pensons que si nous réussissons à appliquer toute la politique qui est à table et qui est coulée dans le programme du gouvernement, nous pourrons encore gagner de millions qui peuvent avoir accès à l'eau et à l'électricité parce que chaque année, nous essayons, malgré le poids démographique, d'améliorer les services à ces niveaux. Alors, on va prendre la question de monsieur... sur la trêve humanitaire. Alors, j'évacue la question comme ça, peut-être que l'une ou l'autre personne aurait voulu revenir dessus. Sur la trêve humanitaire, je crois que vous avez suivi hier la décision de la prolonger. Il y a une communication qui a été faite de la Maison-Blanche qui revenait, évidemment, ils ont noté qu'il y a eu des incidents durant la trêve, notamment ce que nous avons déploré du côté des Boremana. Et vous savez, lorsque nous sommes dans des conditions de ce genre, le moindre incident est rapporté. Mais globalement, sur les grandes lignes, d'après le communiqué qui est ressorti, la trêve a été respectée. L'objectif, ce n'est pas que la trêve soit respectée. L'objectif pour nous, c'est de parvenir à la paix, parce qu'entre-temps, il y a des efforts diplomatiques qui doivent se faire, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Il y a en plus un mécanisme de vérification qui a d'ores et déjà été activé. Souvenez-vous du premier communiqué de la Maison-Blanche à ces propos, qui disait qu'il y avait des services, notamment de services du gouvernement américain, qui travaillaient en appui. Vous savez qu'il existe un mécanisme de vérification qui, je pense, est dirigé par un général angolais qui s'assure de monitorer chaque incident et chaque incident qui a été monitoré sera étudié et les responsables seront tenus.
C'est ce qui est dit dans le communiqué qui a été publié hier et je pense que nous restons dans cet esprit. Alors on va prendre la question de M. Tite Lungi et de Chris Chibinda. Essayez d'avancer s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Il nous reste à peu près 10 à 15 minutes. On va encore prendre peut-être 3-4 questions et terminer cet exercice. Vous aurez l'occasion de poser vos questions en série parce qu'il s'agit de l'eau et de l'électricité. Allez-y rapidement s'il vous plaît, une question pour nous permettre d'avancer. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. C'est Chris Chibinda pour le compte du journal Structure News. Brièvement, comment trouvez-vous la gestion de la régie des eaux conjointement de la SNEL? Et ma deuxième question, comment appréciez-vous les efforts de la SNEL pour alimenter le pays en énergie électrique? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur le Ministre. Alors, vous m'avez posé la question sur la gestion de la SNEL et de la régie des eaux. Je pense que ce sont des entreprises dont nous partageons la tutelle, qui sont des entreprises du portefeuille, mais qui sont sous ma tutelle technique. Je veux plutôt parler d'expérience et aussi des difficultés que certaines entreprises du portefeuille ont, qui sont liées à mon secteur. J'ai évoqué un premier problème ici, c'est que la gestion, c'est l'allocation des ressources. C'est-à-dire le gestionnaire, son rôle, c'est allouer les ressources pour avoir des résultats. Mais ces ressources-là, il faut les avoir suffisamment et avec aisance. Je pense que ça, c'est un premier problème qui est une réalité sur l'essentiel des entreprises du portefeuille, notamment la SNEL et la régie des eaux. Parce que ce sont des entreprises qui ont une triple casquette dans leur relation avec l'État. Ils ont l'État comme l'État, puissance publique, qui est l'autorité tarifaire, qui donne le tarif selon les conditions sociales. Il y a aussi la casquette de l'État client, qui est son premier grand consommateur. Et puis, il y a l'État actionnaire qui demande des performances aux mandataires de ces entreprises. Je pense que cette trilogie relationnelle que ces entreprises du portefeuille ont, ça rend un peu les choses un peu plus délicates. Parce que l'État client, il y a certaines réalités, certaines choses dont nous sommes en train de voir dans la loi, où on compte repenser la statut des ayants droit. Les ayants droit qui sont ces institutions et ces instances officielles qui consomment au moins plus de 30% de la consommation de ces entreprises, dont la compensation en paiement est une difficulté. Donc si j'ai déjà 30% qu'on ne sait pas récupérer, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il arrive qu'ils ont des chiffres d'affaires fictifs parce qu'ils n'arrivent pas à tout récupérer. Ça, c'est un problème. Il y a un problème de la fiscalité qui est applicable sur ces entreprises. Ce sont des entreprises qui sont frappées comment je dirais, la fiscalité au sens général, le droit commun. Ils n'ont pas un statut spécial en termes de fisc. C'est-à-dire qu'il y a des saisies, comme tout le monde, on peut se réveiller le matin avec des problèmes avec le fisc, mais sans avoir un statut particulier. Ça aussi, c'est une difficulté que ces entreprises ont. Et aussi l'adhésion dans certains traités internationaux, alors qu'on n'a pas tous les mécanismes pour pouvoir répondre à ça. Par exemple, l'OADA qui est applicable, qui impacte sensiblement sur les états financiers de ces entreprises, parce qu'il y a la prévision de départ à la retraite. C'est-à-dire que dans leurs états financiers, ils doivent préparer la retraite de tous les agents comme s'ils partaient dans l'année. Or, ce sont des charges non décaissables qui s'appliquent sur leur chiffre d'affaires qui rend les résultats beaucoup plus négatifs. Alors qu'il fallait trouver des mécanismes, par exemple, traiter avec les assurances ainsi que les autres types de solutions pour pouvoir alléger leurs états. Donc, je trouve que la gestion, certes, il peut y avoir des insuffisances sur l'une ou l'autre chose, mais il faudrait que l'on assainisse aussi le climat de gestion de ces entreprises-là pour qu'on ait encore plus de performance. Donc, de manière résumée, c'est ce que je peux dire sur ces entreprises. Voilà. Par rapport à l'effort fourni par la SNEL aujourd'hui, c'est une société commerciale.
certains projets, ce qui est vrai, tout dépend aussi de son état financier, comme je suis en train de dire. Aujourd'hui, il a de ressources qu'on peut considérer aussi de toxiques, des recouvrements que l'on ne sait pas, qui n'arrivent peut-être pas à faire. Alors la politique d'investissement aujourd'hui, ces entreprises n'ont plus de leviers d'investissement. Ce sont des entreprises qui sont totalement liées aux actions d'exploitation courantes parce qu'ils n'ont plus un levier important de pouvoir investir. Si investissement doit y avoir, je pense que c'est avec les politiques publiques sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir sur comment les appuyer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra vraiment une table ronde autour de ça pour qu'on puisse nettoyer le climat des affaires applicables aux entreprises du portefeuille. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir une gestion assez optimale dans ces entreprises. Voilà, Monsieur le Ministre, on va prendre quelques questions en série rapidement pour nous permettre de gérer le temps. Donc je vais appeler aussi Monsieur Frédéric Chioyo, Monsieur Liéva Lezolo, Madame Joséphine Mawete et on finira par Madame Pascaline de Festige. Allez-y, une question s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette opportunité. Monsieur le Ministre, on va faire un petit voyage vers la ville de Gungu, où un méga projet a été initié depuis l'époque du président Joseph Kabila, dont vous connaissez, Kakobola, où le projet a été dimensionné à 12. Pour des problèmes techniques, on est descendu à 9 mégawatts. Dites-nous, en tant que technicien, quelles sont les conséquences en termes économiques où on était des 12 et on revient à 9. À ce titre, même on revient encore, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, quel est le modèle financier que le gouvernement congolais compte placer en ce qui concerne la gestion? Parce que comme vous savez, au niveau de la production, le secteur a été libéralisé par la loi de 17 juillet 2014 au niveau de la production. Est-ce qu'il y aura d'autres prestateurs au niveau du transport et également au niveau de la commercialisation? Parce que vous êtes sans ignorer que le gouvernement congolais aujourd'hui veut que nous puissions élargir notre modèle économique. Et la dernière question, Monsieur le Ministre, le projet Inga, où en sommes-nous? Est-ce que cet éléphant blanc va-t-il commencer à être un simple slogan, ou avec votre avènement on peut aujourd'hui parler de Inga ou desservir réellement la République démocratique du Congo et également le pays qui nous avoisine? Merci. On va prendre la question de M. Frédéric Chioyo. Monsieur le ministre, une question au ministre le 19 août 2020, le chef de l'État a lancé les travaux de la centrale solaire de Maluku pour un coût de $1 milliard, 200 MW. 2 ans après, où en sommes-nous? Et puis, monsieur le ministre de l'Énergie, 5 ans après, est-ce que dans ce quinquennat, les Kanangais, les Mboujimaïens, les Tchikapiens, les Équatoriens peuvent espérer avoir l'eau et l'électricité pendant ces 4 ans qui nous restent? Parce qu'après 5 ans, il y a eu des lancements de projets. Katende, ça a échoué, il n'y a pas eu de résultats escomptés. Mbujima, il n'y a pas d'eau jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'électricité. Est-ce que dans ces 4 ans et 6 mois qui nous restent, les Mbujimaïens, les Kanangais, les Équatoriens peuvent espérer voir l'électricité là? Et tout ce ministre, qui coupe le courant à minuit et le rétablit? Qui coupe le courant à 5 h du matin et le rétablit à 1 h du matin? C'est qui cet agent-là? Tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Attendez, Monsieur le Ministre. Okay. Oui. On en enregistre encore comme ça, vous allez répondre en une fois. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais juste aborder une question liée à la dette. On parlait de financement, la Régie des eaux, la SNEL, mais on sait que l'État congolais est parmi le plus endetté de cette société-là. Est-ce qu'aujourd'hui, après 1 mois depuis votre prise de fonction, avez-vous essayé de faire un état des lieux de combien l'État doit à ces différentes sociétés? Comment vous, sous votre leadership, attendez apurer ces différentes dettes? Et parlant de questions d'eau, aujourd'hui on voit que j'ai vu récemment à Goma, le gouverneur a lancé un projet lié à la construction de forages. En termes de régulation aujourd'hui, comment, sous votre leadership, vous comptez réguler cette question de forage qui pousse un peu partout? Voilà, Monsieur Liéva Lezolo. Monsieur le ministre, vous avez hérité d'un investissement, mais aussi d'une technologie. Il s'agit des compteurs électroniques que l'on trouve dans certains quartiers de Kinshasa. Récemment, on a vu ça à Kanluka.
après évaluation, est-ce que Kinshasa et ses quartiers méritent-ils cette technologie? Et quelles en sont les conditions? Deuxièmement, quelle est votre politique en ce qui concerne la protection des barrages hydroélectriques qui sont installés dans des zones à conflit, par exemple dans le parc des Virunga? Quelle est l'alternative par rapport aux attaques des groupes armés? Merci. Alors, on va terminer avec les dames. Monsieur le ministre, vous avez évoqué les priorités de votre secteur. Ma question est celle de savoir si on doit fixer dans le temps, combien de temps faut-il encore attendre pour que la population congolaise puisse bénéficier efficacement, mais aussi durablement de l'électricité, mais aussi de la fourniture d'eau potable? Parce que dans certains quartiers, boire l'eau est dangereux, mais aussi c'est un luxe. Et aussi, il y a un problème qui me préoccupe personnellement. Nous sommes carrément fournisseurs en électricité dans certains pays, ici en Afrique, pendant que certains quartiers de la RDC, pour ne parler même que de Kinshasa, ne savent même pas voir la lumière la nuit. Qu'est-ce que ça nous rapporte exactement pour qu'on puisse prioriser les autres et carrément mettre en problème la population de la RDC? Et une dernière question, qui est une question d'actualité. Il y a 2 semaines, le porte-parole, le chargé de communication de la régie des eaux s'est plaint sur une radio de la place, comme quoi un site de cette société aurait été occupé par une entreprise chinoise, à ce que je sache. Je ne sais pas comment a évolué ces dossiers jusqu'ici. Est-ce que vous êtes vous-même imprégné de cela? Parce qu'il a évoqué l'appui du ministère de la Justice. Voilà, la dernière question, Madame Pascaline. Monsieur le ministre, ma première question va presque de main avec ma consoeur. Quel pourcentage de l'électricité produite par la RDC est consommée localement comparé aux exportations vers d'autres pays? Et la deuxième question, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre efficace à l'accès à l'électricité en RDC? Alors, Monsieur le ministre, il y a un mythe sur la question qui a été reposée par les journalistes. Est-ce que nous exportons le courant? En commençant par là, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est ce que je veux dire. Pour répondre à cette question, il faut rentrer dans le contexte historique. Il est vrai que l'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu le temps, et quand le temps s'arrêta... Je naissais et vous n'étiez pas encore né. Voilà. Alors, le temps s'est arrêté. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. La GECAMIN, du haut au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Ingashaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation, le besoin en électricité s'est accru, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au moins que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui malheureusement aujourd'hui boite encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sous notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien et nous sommes plutôt aujourd'hui recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW. Le poste de Bouandaanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC.
on n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela qu'il faut, ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenions vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des 9 sites qui vont nous générer 2500 MW qui vont résorber ce déficit. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Le leasing, c'est la location des équipements thermiques et photovoltaïques qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être la risée de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à avoir un concept de la défense énergétique de ce pays. Parce qu'une fois que nous aurons pris plus des importations, c'est notre économie qui va dépendre de ces importations et on aura du mal à stopper ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur de l'électricité en urgence. Et heureusement que vous l'avez commencé. Voilà. Mais heureusement que je l'ai commencé. Merci de le dire parce que nous avons commencé cette réforme-là. Alors, pour répondre aux questions selon l'ordre d'arrivée, on a, Gungu, vous avez dit qu'il y a eu la réduction de la capacité. Ce sont des contraintes techniques qui sont liées aux conditions hydrologiques et c'est toujours mieux d'avoir une centrale avec une capacité optimale dont on est sûr que l'on va atteindre la capacité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surdimensionner et puis après on n'arrive jamais à la faire fonctionner correctement. Il y a eu un problème déjà pour lancer Gungu et Kakobola. On a eu du mal à atteindre le nombre d'abonnés qui devaient permettre à ce qu'on fasse des essais. On a dû accélérer les travaux de raccordement et on est parti machine après machine. Ça veut dire quoi? La zone où nous avons implanté le projet va attirer le développement. Mais peut-être qu'il ne l'est pas là aujourd'hui. Le secteur de l'électricité, c'est un secteur industrialisant. C'est le secteur qui attire le développement. C'est quand il est là que le développement suit. Il n'y a pas d'inverse. Alors, le 9 MW que vous dites, mais qui est en réalité 10,5 MW, peuvent suffire aujourd'hui pour pouvoir impulser le développement dans cette zone-là. Donc, Gungu, Idiofa et Kikwit seront desservis et il y aura un changement de la vie. Je vous ai fait un ratio ici que 1 MW injecté sur le réseau, avec l'évaluation que nous avons aujourd'hui, ça permet de générer 20 millions de dollars sur le PIB, avec l'activité économique et tout ça. Et de ces 20 millions-là, il y aura la taxe qui sera captée. Et c'est cette taxe-là que l'on a captée, que l'on a profité de la création de la richesse. C'est cette révitalisation du PIB, de la croissance dont on a l'attribution. C'est-à-dire, je suis certain, aujourd'hui, vous pouvez faire l'évaluation, pour 9 MW fois 20 millions, on peut créer un hub de développement de près de 180 millions dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'il faut aller implanter des moulins, la petite industrie, les épulcheuses, tout ça parce qu'il y aura de l'énergie pour ça. Il y aura aussi l'eau qui sera tributaire de ces secteurs-là. C'est-à-dire que c'est un pôle de développement qui vient de se créer dans ce pays. Et vous allez voir les changements en dehors les 5 ans qui viennent. Donc soyez-en rassurés que c'est un effort substantiel, c'est un coup de fouet sur notre économie, quoique petit que ça soit. Alors, pour la gestion de Kakobola, on va rester sur le principe parce que on est dans la logique de la continuité du pouvoir. Moi, je sais que ce qui a été prévu jusqu'ici, c'est qu'il y aura un gestionnaire qui sera recruté. On ne va pas déroger à ce principe-là. Donc, voilà, je veux continuer avec ça. Mais seulement aujourd'hui, on permet d'abord de garder le constructeur qui est sur place pour faire une bonne transition. Parce que c'est une centrale qui a été achevée depuis 2016 et de 2016 à aujourd'hui, elle n'a pas été mise en service. Il est vrai que dans la logique d'exploitation des machines et des équipements, il y a les pannes de la jeunesse qui sont récurrentes. C'est mieux que le constructeur qui est maintenancier reste avec nous le temps de faire la transition. Et par rapport à la ligne et la distribution, ça peut être de modèles d'essai. On peut aussi recruter d'autres exploitants et on va voir si ce modèle marche. Vous voyez, donc il faut qu'on voie comment est-ce que la distribution sera contrôlée, comment est-ce que ça va évoluer. Donc nous resterons sous le principe contractuel parce que la loi de partie c'est le contrat. Donc je vais appliquer et respecter les termes contractuels. Alors, vous avez parlé du 19 août d'un projet qui a été lancé. Je pense que c'est un des exemples les plus patents des petites anomalies que nous avons. C'est-à-dire, à défaut d'avoir de financement, généralement, la République signe des protocoles d'accord avec des tiers pour financer des études. Quand ces tiers
font ces études, ils reviennent avec les études pour avoir la concession. À ce moment-là, on dit, tiens, il faut respecter la loi. Et la loi, il faut faire un appel à manifestation en concurrence. Comment devrais-je aller en concurrence avec des informations dont j'ai financé? Et cette situation, c'est une situation incongrue qui lèse les partenaires. Ça tue ces climats d'affaires et nous avons des projets qui restent latents en attribution des titres qu'en exécution. C'est ça l'exemple. C'est-à-dire, vous avez un projet ou un partenaire à financer, mais qui dit, bon, je me sens mal à l'aise de venir en compétition, on risque de perdre. C'est à nous maintenant, avec les politiques publiques, de définir un mécanisme pour pouvoir lui attribuer ces titres. Et ça fait partie des sites que j'ai remis et dont j'ai fait ici l'idée de dire que nous allons aller au gré à gré. Parce que c'est la disposition de la loi qui le dit. On dit la concession que l'on octroie à un tiers de droit congolais, moral ou physique, doit respecter les règles de marché public. C'est l'article 39 de la loi sur l'électricité. Et quand on entre maintenant sur l'appel d'offres au marché public, on dit qu'il y a 3 types de marchés. L'entente directe, l'appel d'offres international national et le marché spécial. Nous sommes en réforme pour que ce secteur soit un secteur spécial, mais dans l'entretemps, le gré à gré, ça reste un marché légal. Et c'est celui qu'on veut appliquer pour corriger le défaut que nous avons. Et à ce moment-là, pour éviter le régime de conflit et de concurrence, nous disons, au lieu de donner qu'à une seule personne, on va donner à un groupement d'intérêt économique. Comme ça, on dira, voilà, le site est là, nous sommes prêts à aller avec une concession qui vient avec nous. Donc c'est cette politique de participation que nous comptons substituer au régime de conflit. Alors, Monsieur le ministre, vous pouvez rapidement ramasser les autres questions parce que... Voilà, avec les autres questions, on a posé ici si Mbuji-Mayi Kananga recevra de l'électricité. Oui, et Mbuji-Mayi a commencé déjà à recevoir de l'électricité avec tout dit tout bidi. Il y a la ligne qui a été construite et les populations de l'entretemps à Niabi et à Boya ont reçu aussi de l'électricité. Ça veut dire que Mbuji-Mayi, aujourd'hui, avec le poste de Bipemba, reçoit 3 MW et la qualité de la vie change. Et même les usines de traitement d'eau reçoivent aussi de l'électricité qui, jadis, il n'y en avait pas. Mais en entre-temps, il y a des projets d'appoint photovoltaïques, comme je l'ai dit, qui viendront par le leasing. Ça veut dire on va aller avec des partenaires qui vont nous permettre tout de suite ici de pouvoir installer certains équipements sur les réseaux. L'idée ici, c'est quoi? Nous sommes en régime de délestage. Mais avec le photovoltaïque, avec ou sans batterie, ça peut nous ça va nous permettre de couvrir les heures d'ensoleillement. Pendant les heures d'ensoleillement, nous allons mettre des équipements photovoltaïques qui vont donner de l'énergie à la population. Et l'énergie qui était destinée à donner à ces heures-là, nous allons le renvoyer pendant le jour au secteur industriel. Le secteur industriel va tourner, il va créer plus de la richesse. Et aux heures du soir, quand l'activité industrielle baisse, nous allons prendre l'excédent d'énergie qui était au secteur industriel, le ramener pour substituer l'énergie photovoltaïque qui va couvrir le ménage pendant les 8 heures d'ensoleillement. Donc ces mécanismes-là vont permettre de mettre la balance et de mettre plus d'énergie pour qu'il y ait une amélioration de la vie. Et Mbuji-Mayi, comme Kananga, comme Kisangani et d'autres villes du pays sont dans ce programme-là. Ce sont des actions urgentes dont vous nous verrez dans les 3 mois ici poser les jalons de cette activité-là. Alors, par rapport à la dette, voilà, vous avez posé la question qui coupe le courant. C'est vrai, nous avons l'interruption de l'électricité, c'est quelque chose peut-être qui fâche, mais c'est un paradigme complexe. Ça peut être aussi un héros pour vous. Comment ça? Parce que la consommation, si on ne gère pas la consommation, si nous avons des appels forts, on risque de perdre ces équipements. Ce qu'on est en train de faire, c'est un rationnement. Nous sommes en déficit structurel. On n'a pas assez d'énergie pour tout le monde. Mais il faudra suffisamment le partager un tout petit peu pour donner à chacun, à gauche, à droite. C'est-à-dire, on veut tous de la fiabilité. On veut tous de la continuité des services d'électricité. Mais nous en avons à Kinshasa ici 580 à 600 MW par jour pour un besoin de 1200. Est-ce que nous devons privilégier qu'une seule catégorie ou on doit partager le peu que nous avons? Mais la question que vous avez posée, elle a son sens. Le délestage devrait-il être systématique ou intelligent? C'est ça que nous voulons amener avec la digitalisation. On veut amener des équipements qui peuvent nous permettre de quantifier réellement le besoin si la coupure à l'heure X s'impose. Ça veut dire que si on doit interrompre pour envoyer de l'électricité dans une autre zone, mais on sent que l'appel en énergie peut correspondre, on peut continuer.
Et ça va procéder par la digitalisation. Ça sera une des plus grandes réformes et une des plus grandes actions que l'on puisse faire. Parce que ce n'est pas que vous, dans la consommation domestique, mais c'est aussi dans le secteur industriel. Nous avons 54 clients qui permettent de générer tout ce que nous avons comme près de 55% du PIB industriel et minier. On doit contrôler la consommation de ces industriels-là. On doit savoir qu'est-ce qu'on ne donne pas, autant pour la population en basse tension. C'est-à-dire que ceux-là qui coupent, bien sûr, pour ce qui est légal, ça doit être un agent. Hein? Monsieur le ministre, nous devons avancer. Monsieur Freddy, s'il vous plaît, il y a le journal. Alors, sur la dette, sur la question de la dette, effectivement, c'est une question fondamentale. Mais aujourd'hui, cette question de la dette commence à devenir très importante à régler parce que il y a ce qu'on appelle la cristallisation de la dette lors de la permutation des établissements publics en entreprise commerciale. Ce qu'on appelle les passifs non assurables, les passifs non assurables, qui est l'ensemble des dettes commerciales, financières, qui les entreprises du portefeuille avaient du mal à pouvoir soit payer, soit à payer entre elles. Alors, toutes ces dettes-là, on doit penser aujourd'hui à pouvoir la titriser ou soit la délocaliser de là. Parce que nous entrons maintenant en collision avec les tests de l'OHADA. L'OHADA qui demande que tout ce que nous avons comme passif, toutes les dettes qu'on n'arrive pas à recouvrir en 5 ans, on doit les déprécier et les provisionner en perte. Alors, est-ce que ces entreprises ont le verrou nécessaire pour supprimer une dette publique? Non, c'est une question imminente au niveau du gouvernement. Je pense que c'est un domaine transversal. Je ne peux pas prendre le monopole de cette réflexion parce que ça s'est réfléchi en interministériel. Alors, par rapport... on a parlé des zones de conflit. La protection des infrastructures en zone de conflit, je pense que là, on se rabat toujours... au ministère soit de la Défense, soit de l'Intérieur. Mais c'est imminent avec la rénovation de la loi que l'on puisse penser à la création d'un Conseil supérieur de l'énergie, j'en ai parlé avec vous, qui va aussi statuer sur des questions de politique de défense énergétique. Parce que dans des grands pays, la politique de défense énergétique est à l'heure et ça place au débat. Donc il faudra qu'on réfléchisse là-dessus. Mais pour l'instant, c'est les services d'ordre public qui nous permettent toujours à pouvoir sécuriser ces sites-là. Alors, vous avez encore une autre question parce que nous devons conclure cet exercice. Monsieur le ministre, vous parlez couramment l'anglais, vous parlez swahili, un peu d'italien, mais est-ce que vous parlez lingala? Oui, je parle lingala. Ce sera les derniers mots alors. Lelo ronini, au bisaba congolais lelo au balandio, musala nini rosala po courant na mai ezala balam. Merci. Avec mon lingala de l'intérieur. Donc vraiment, et le kotokoloba, c'est que le secteur de l'électricité na mai tokosala nyonso. La confiance au chef de l'État a payé biso pour que tout bongisa otokoki ko bongisa. Tokocha be fort na biso pour que etambola malamu peut moins changement et mon âne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. C'est vous dire que dans la sélection de membres du gouvernement, Judith Soumina, il n'y a pas seulement les compétences. Et là, je pense que vous avez eu l'occasion de découvrir avec les 2 derniers briefings, mais il y a aussi cet aspect de maîtrise de langue à la fois internationale et locale, parce qu'il est question pour nous de consolider ce qu'on a commencé, surtout en termes de communication. Dans les prochains exercices, j'espère que Floride Zantoto posera une question. Dans les prochains exercices, on aura un petit moment pour qu'on vous explique comment fonctionne notamment la machine de la manipulation, qui a bien fonctionné cette semaine et qui parfois utilise malencontreusement, volontairement ou involontairement, certains professionnels de médias qui se font le relais des discours de l'ennemi. Et donc, si vous nous voyez parler, venir au briefing, on en fera en lingala, pourquoi pas des émissions spécialisées. C'est pour nous assurer que nous faisons notre part en termes de communication de ce qui est fait. La Première ministre, elle nous dit toujours qu'il n'y a pas de baguettes magiques. Et si nous faisons cet exercice, c'est pour vous donner des indications d'où nous commençons et où nous irons demain. Nous les faisons dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs stratégiques de la défense ou des affaires étrangères. Alors, nous savons que nous avons la situation dans l'Est qui est celle qu'elle est et pour laquelle nous tous nous mobilisons.
C'est encore ici les lieux de réitérer l'appel que nous vous lançons de manière permanente comme professionnels de médias pour vous assurer que les informations qui sont consommées, que ce soit dans notre twittosphère ou dans notre Facebook, soient des informations potables qui concourent ou qui nous aident tous à relever les défis du pays. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas des défis individuels, ce n'est pas les défis du seul président de la République, ce n'est pas les défis de seuls membres du gouvernement, c'est des défis de nous tous. Et donc le travail que nous faisons, c'est un travail qui mérite d'être poursuivi, y compris à votre niveau, avec cette pédagogie. Nous sommes sûrs que nous aurons tous le même entendement du conflit dans l'Est et de comment nous nous en sortons, mais aussi les mêmes entendements sur les efforts qui sont consentis pour apporter des réponses là où pendant des années nous n'en avons pas donné. Et lorsque vous regardez le poids démographique qui accroît nos besoins, le poids démographique vient du fait justement de nos décisions à nous. Lorsque nous voulons avoir des enfants, fonder des familles, ce qui est légitime, mais il y a un devoir qui incombe à l'État qui fait sa part, mais il y a aussi la part du citoyen dans cette construction de l'État qui doit continuer. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice. Nous aurons d'autres occasions et nous aurons surtout la possibilité de vous accompagner parce qu'il faut qu'on s'assure que les efforts qui sont consentis, lorsque les compatriotes des Mbandaka, des Kisangani, de Boudjala, des Dilolo auront une eau potable ou de l'électricité, il faut que ces populations soient vues et entendues. Comme ça, on est sûr que nous travaillons pour tous les Congolais sur les 145 territoires. Merci à vous, Monsieur le ministre. Peut-être un petit mot? Non, je pense qu'on aura l'accompagnement de tout le monde dans ces efforts. C'est vrai que c'est un secteur important qui nécessite l'accompagnement de tous. Et nous ferons le devoir pédagogique de pouvoir parfois vulgariser ce qui est fait et expliquer pourquoi une chose ou une autre n'est pas fait. Et ce qui sera fait, on fera tous les efforts nécessaires pour qu'on réalise et qu'on concrétise aussi le changement dans ce secteur. C'est cela la redevabilité. Merci à vous et bonne soirée chez vous. Merci. Merci.